Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Olivier Piacentini. Bonjour Clémence, bonjour Mike, ravi de vous retrouver sur cette matinale qui a beaucoup de punch, je trouve. Mais alors ça fait un peu de tonus à la radio. Je vous présente pour toutes les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, section économie et finance, voilà, on saura tout. Vous avez travaillé dans la banque, dans l'audit financier, fondé en 2001 un cabinet de conseil. Ah, tiens, on pourra parler des cabinets de conseil ensemble, spécialisé dans l'assistance financière et juridique des créateurs d'entreprises. Vous êtes passionné d'histoire et d'économie et vous avez publié notamment aux éditions de Paris La mondialisation totalitaire, puis un petit peu plus tard Le mirage mondialiste. Comment l'oligarchie manipule l'opinion, tout ça donc aux éditions de Paris Max Chalel. Je crois qu'il y a un autre livre qui est en cours de publication. Olivier Piacentini, la première question que je souhaite vous poser aujourd'hui, puisque c'est un peu votre spécialité, la mondialisation et cette manipulation de l'opinion par l'oligarchie, c'est avec le recul aujourd'hui. Nous avons vécu deux crises et nous vivons deux crises graves, celle de la crise Covid, donc qui a fait que nous étions en guerre contre le Covid quand même pendant près de 2 ans. Et désormais, nous sommes en guerre également militairement, puisque, bon, officiellement, nous ne sommes pas co-belligérants, mais nous envoyons quand même des armes, etc. en Ukraine. Comment, alors, cette oligarchie a manipulé l'opinion sur ces crises-là ? Alors, sur la crise du Covid, la manipulation de l'opinion a été pratiquement permanente. Elle a été permanente, premièrement, à mon sens, pour exclure quasiment toute possibilité autre que le vaccin de traiter la maladie. On nous a vraiment focalisé là-dessus et tout a été mis en place très très vite pour que le vaccin soit dans nos têtes et rien que ça. Il y a eu également une deuxième manipulation qui est là courante, de la même manière que beaucoup de gens qui s'opposent un petit peu au système sont systématiquement renvoyés aux mots complotistes. Ben là, il y avait tout un autre type de mots, je dirais, les anti-vax, etc., pour qualifier et discréditer tous ceux qui s'opposaient aux politiques sanitaires qui étaient déployées. En fait, les anti-vax d'aujourd'hui sont les fachos d'une autre époque également. Presque partout ailleurs, parce que là encore, le système a eu... Exactement, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, facho, réac, tout ça, les gens ça marche plus. Pourquoi ? Parce que facho, ça renvoie à quelqu'un qui est asocial, méchant, mauvais, raciste, avec tous les défauts. Et les gens voient bien qu'on est quand même pas tous comme ça. Vous voyez, il nous arrive quand même d'avoir quelques gentillesses dans notre vie. Donc, oui, puis Olivier Piacentini, juste sur la catégorie des fachos, bon, on se rend compte aujourd'hui que 60% des Antilles votent pour Marine Le Pen. Alors, on a du mal à dire qu'une grande majorité d'Antillais sont tous fachos. Enfin, là, on commence franchement à avoir du problème avec les catégories. Alors, il y a les Antillais, puis il y a ceux de Mayotte, qui sont pour l'essentiel, évidemment, noirs de peau et en plus musulmans. Donc, on voit bien que pour ce qui est du fascisme, de l'islamophobie, etc., ça marche pas. Donc, il y a tout un ensemble de mots qui sont utilisés, vous voyez, et on vous laisse entendre, en fait, à travers ces mots complotistes, etc., anti-vax, vous n'êtes pas méchant, mais vous avez un petit truc dans le cerveau qui tourne pas trop rond. Alors, bon, il faut pas trop vous suivre, vous voyez. C'est un petit peu ça le problème. Maintenant arrive la guerre en Ukraine et alors, il faudrait dire tout le temps la même chose. C'est-à-dire, il faut même pas se poser de questions. Vous voyez, il faut tout de suite dire que M. Poutine est méchant, horrible, affreux. Les Ukrainiens sont gentils. Nous passons de l'enfer au pays. Oui. Si vous émettez la seule petite idée qu'il y a quand même des raisons qui peuvent expliquer le comportement de M. Poutine, même si, pour ma part, vous savez, les mondialistes n'ont pas le monopole du cœur. Donc moi aussi, quand je vois les enfants ukrainiens qui souffrent, les femmes, les enfants, les vieillards et compagnie, mon cœur saigne autant que celui des autres. Vous voyez, on n'a pas envie de voir ça. Mais s'il y a une guerre, c'est bien parce qu'il y a deux parties qui ne s'entendent pas. Et dans ces deux parties, moi, je parlerai même pas de l'Ukraine, je parlerai de l'OTAN surtout, qui mène depuis le retour de Biden une politique, à mon avis, mortifère. Alors, Olivier Piacentini, autant vous le dire tout de suite et pour que tous nos auditeurs le comprennent bien, on a un petit problème, vous êtes en Zoom et nous avons un problème avec votre son, donc la régie tente de vous appeler par téléphone, il faudra donc que vous décrochiez ce téléphone pendant le direct pour qu'on récupère votre son au téléphone. Je rappelle que vous êtes auteur de ces 2 livres-là qui sont, à mon avis, aujourd'hui particulièrement intéressants par rapport à l'actualité, La mondialisation
totalitaire. Et ce deuxième livre, Le Mirage mondialiste, comment l'oligarchie manipule l'opinion, les deux aux éditions Paris et Max Chalel. Donc on parlait de cette catégorisation aujourd'hui entre complotisme, qui sont les anciens fachos finalement, les antivax, et toutes ces catégorisations manipulées finalement par une forme d'oligarchie dont vous allez nous parler, qui permet de discréditer une partie de la population. On peut être noir et facho quand même, c'est pas juste... parce que facho on dirait que c'est juste pour les blancs en fait. C'est ce qu'on disait jusqu'à maintenant. Non mais avant c'était bien facile, on disait les fachos sont les grands méchants colonisateurs blancs, et puis voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ces catégories sont un peu mises à mal. Tout le monde peut l'être, je pense. Aujourd'hui on va dire... Mais d'ailleurs, vous avez raison de le signaler, puisque c'est Barack Obama, à l'époque où il faisait des meetings, il a rencontré un noir américain qui lui dit « Mais moi je vote Trump ». Et Barack Obama lui a dit vous n'êtes pas un vrai noir. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la catégorie noir-blanc, c'est la catégorie vrai-noir, décidée par Barack Obama. Alors si c'est lui qui l'a décidé, c'est ça pas veut un dire vrai que noir, donc c'est un vrai facho. C'est une parole sainte. Mais est-ce qu'on a récupéré Olivier Piacentini ? Oui, bonjour Clément. Voilà, on vous récupère avec un son qui est un petit peu meilleur. Donc on revenait sur cette création de catégories, complotisme, facho, antivax, par une forme d'oligarchie qui permet de décrédibiliser toute une partie de la population. On parlait aussi de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Et finalement, j'aimerais bien qu'on arrive au point crucial de vos livres, en fait. Pourquoi, en fait, quels sont les intérêts derrière de cette oligarchie et comment fait-elle ? Alors, mon livre démontre un petit peu qu'il y a véritablement une évolution du rapport de force depuis 30, 40 ans, c'est-à-dire en fait surtout depuis l'effondrement du mur de Berlin et l'ouverture complète du monde. On a ouvert complètement les frontières à tous les produits, les capitaux, les personnes, etc. au niveau mondial. Et ce système profite. Et on a également dérégulé le système financier, qui était jusqu'à présent encadré par les États. Et petit à petit, les États occidentaux perdent de leur puissance, et ça se manifeste de plusieurs manières, mais un des premiers voyants qui est vraiment frappant, c'est l'endettement. Et de l'autre côté, ce sont les multinationales et les grandes banques qui, elles, gagnent de plus en plus en puissance. Et donc, tout naturellement, sans qu'il y ait complotisme, enfin tous ces mots où on veut nous rendre fous, des gens qui ont de plus en plus de puissance, mais qui sont entravés dans le développement de leurs affaires et dans le développement de leur emprise sur les affaires du monde, ont envie de supplanter les États, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce sont les États qui sont tenus en sous-gestion par la sphère financière à travers la dette et par les multinationales à travers les capacités des multinationales à implanter des usines ou au contraire à les délocaliser, ce qu'on font bien souvent. Donc c'est ce monde de la finance et de la très grande entreprise qui tient les États aujourd'hui en dépendance, et de nombreuses choses nous l'indiquent. Par exemple, cette fameuse directive BRRD qui a été adoptée en 2017 par l'Assemblée européenne, qui consiste à permettre aux banques de puiser sur l'épargne des clients en cas de grandes difficultés qui pourraient conduire cette banque à la faillite. C'est une directive qui a été votée par le Parlement européen en 2017 et ensuite ratifiée par la plupart des États occidentaux. Alors, quel est l'intérêt, les parlements nationaux, quel est l'intérêt de la Commission de Bruxelles de léser à ce point les intérêts des épargnants, et en plus tout ça a été fait au mois d'août en catimini, puis après des parlements nationaux, si ce n'est qu'ils sont tenus par la sphère financière qui impose un petit peu son calendrier et ses desiderata. Voilà. Donc nous avons le déploiement véritablement d'une force, et d'une force qui use de moyens de promotion extrêmement puissants à travers le contrôle de la plupart des médias. En France, la plupart des grands médias appartiennent à des groupes financiers parmi les plus importants du pays, mais également tout ce qui concerne le divertissement, le cinéma, la chanson, etc., qui indique toujours, si vous voulez, un sens bien précis. Il faut déployer certaines idées, par exemple l'ouverture des frontières, le cosmopolitisme. Voilà, ce sont des idées qui sont très largement promues dans la filmographie, dans les chansons, idées mondialistes, justement. Influent sur la façon dont les masses voient le monde. Alors, bonjour cher Olivier. Est-ce Bonjour, que les Mike. mondialistes
ont dans l'envie de se faire la Russie, par exemple, parce qu'on voit que la Russie, voilà, veut revenir dans une sorte de conservatisme, dans une sorte de traditionnalisme. Elle revient d'ailleurs elle revient dans la religion. L'Ukraine, c'est différent, c'est plus un pays qui se pense occidental. Qui devient très athéiste, enfin qu'il a toujours été d'ailleurs. J'imagine aussi qu'il va devenir très progressiste avec son président, là, Monsieur Zelensky, un ancien acteur qui se la joue un peu non-binaire à une époque. Donc voilà, est-ce qu'il y a une envie des mondialistes de se faire la Russie? Alors oui, pour moi c'est très clair. Il y a une envie des mondialistes de se faire la Russie depuis très 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 longtemps. Et alors là, nous avons une collusion de double intérêt. Est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, durant la période où Trump a dirigé les États-Unis, ça se passait nettement mieux avec M. Poutine. Oui. Nous avons eu des problèmes avec Poutine sous Obama et maintenant sous Biden. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre sous Trump, on peut le préciser. Dès que Joe Biden est arrivé à la présidence des États-Unis, dès le mois de mars, il traitait Vladimir Poutine de tueur sans raison valable. Dès le 21 mars, je crois, je pourrais vous retrouver la date exacte, il avait commencé, 21 mars 2021, donc il n'y avait pas de problème à l'époque d'invasion culturelle ou autre, il avait commencé à cibler Poutine, ce que Trump ne faisait pas. Pourquoi ? Parce qu'avec Trump, il y avait quand même une forme, je dirais, de compréhension idéologique, que Trump lui-même était un patriote. Et c'est vrai que Poutine, c'est la grande puissance mondiale qui s'est reconstituée grâce à la politique de Poutine depuis 20 ans, parce que quand Poutine l'avait prise en main, elle était en faillite, et il l'a reconstituée sur la base d'un patriotisme et d'une très forte notion d'autorité de l'État. Or, ce sont évidemment deux principes idéologiques et des principes de gouvernance que l'oligarchie mondialiste récuse complètement. En plus, nous avons avec les États-Unis, la politique américaine, et en particulier la politique des démocrates, un très fort antagonisme que vous pouvez retrouver en lisant le livre de M. Brzezinski, Le Grand Échiquier. Brzezinski, c'était le secrétaire d'État de l'ancien président démocrate Carter, qui est un petit peu aux démocrates ce que Kissinger est aux républicains, c'est-à-dire la référence en matière de diplomatie du côté des démocrates. Et dans ce livre, Le Grand Échiquier, M. Brzezinski explique, noir sur blanc, ce livre a été écrit en polonais, alors que nous étions toujours en pleine guerre froide, que quel que soit le régime en Russie, qu'il soit soviétique ou autre, il y aura toujours une opposition entre les États-Unis et la Russie pour des questions de maîtrise énergétique et en matière de matières premières. Parce que la Russie occupe à peu près un tiers de la surface des terres du globe, et une proportion énorme de la production pétrolière, de gaz, de fer, de tout ce que vous voulez. Et les démocrates, étant toujours un petit peu en bisbille avec le lobby pétrolier américain qui est très clairement, je dirais, pro-républicain, aura tendance à mettre une pression sur la Russie pour pouvoir assurer les approvisionnements énergétiques des États-Unis, quoi qu'il arrive, et donc il y aura forcément, avec les démocrates, un antagonisme beaucoup plus fort qu'avec les républicains. Donc, pour diverses raisons, nous avons véritablement un antagonisme avec la Russie, ça c'est naturel, quand les démocrates sont au pouvoir, et avec Poutine, parce qu'il incarne également, je dirais, l'exact contraire de la politique mondialiste, telle que l'oligarchie veut la promouvoir. Alors, Olivier Pierre-Chantilly, moi j'aimerais bien qu'on comprenne et surtout que tous nos éditeurs puissent comprendre aujourd'hui qui est cette oligarchie et comment elle fonctionne. Par quel vous parliez tout à l'heure donc des liens financiers, notamment avec cette dépendance des banques. Mais est-ce que vous pouvez bien nous expliquer comment ça fonctionne et comment une idée politique, une idéologie peut être finalement appliquée par des liens de dépendance financiers notamment? Alors, l'oligarchie, c'est très simple. Nous avons les grandes multinationales, nous avons les GAFA, qui sont devenus vraiment pratiquement le volet le plus puissant de cette trilogie du pouvoir, et nous avons les grandes banques. Et il y a des cercles concentriques, c'est-à-dire que ce cœur nucléaire du pouvoir mondial aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui fabrique de l'argent, qui crée une puissance financière considérable, a des assistants, je dirais, enfin toute une série de personnels politiques internationaux, hauts fonctionnaires internationaux,
qui siège, je dirais, à la fois à l'ONU, dans toutes les commissions de l'Union européenne, dans les principales banques centrales, etc., etc. Et il y a donc tout un personnel politique qui investit les grandes institutions internationales, voire les États, et qui est carrément au service, je dirais, de cette politique mondialiste donc du cœur nucléaire du pouvoir, qui est aujourd'hui la grande puissance financière. Cher Olivier, quel est l'objectif cher Olivier, quel est l'objectif des mondialistes? Est-ce que c'est ce fameux gouvernement mondial que théorise Jacques Attali? Est-ce que c'est le grand reset de Klaus Schwab? Quel est leur objectif final? Alors, il y a plusieurs étapes. Pour moi, l'objectif final, c'est le gouvernement mondial. Évidemment, il ne va pas apparaître là demain. Mais c'est par le jeu du voleur chinois, c'est-à-dire petit à petit, on bouge un petit peu les choses à chaque fois, et on fait évaluer les choses pour habituer les gens à cela. Il faut savoir que ce gouvernement mondial, alors des fois on raille un peu quand je parle de ça, mais enfin quand même, il y a eu un rapport qui a été commandé par la plupart des gouvernements, dont le gouvernement français, à M. Pisani-Ferry, qui est un très grand économiste, et qui a établi ce rapport qu'il fallait absolument un gouvernement mondial rapidement, parce qu'un certain nombre de sujets ne pouvaient être traités qu'au niveau mondial, comme par exemple les questions migratoires, les risques liés au monde de la finance et aux crises monétaires. Et Olivier Piacentini, à ce sujet, Ursula von der Leyen dernièrement a dit que la Russie posait problème à la gouvernance et au gouvernement mondial, ou à l'ordre mondial, a-t-elle dit. Donc, complètement, mais la Russie pose problème à l'ordre mondial. Non, mais donc ce terme n'est plus un terme complotiste, puisque eux-mêmes, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, elle-même l'utilise. Oui, mais il a été utilisé à plein d'autres occasions. Prenez par exemple, lorsque la crise des subprimes s'est enclenchée, l'Occident a été en difficulté. Et pour s'en sortir, il a été obligé de modifier le G7, enfin il a maintenu le G7, mais il a créé une autre instance qui le dépasse, qui est le G20. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de pays émergents, à ce moment-là, ont aidé les pays occidentaux à s'en sortir, comme par exemple la Chine, et elles ont voulu être intégrées à une sphère de décision qu'on a créée à ce moment-là précisément, qui s'appelle le G20. Bien. Dans le G7, il y avait 4 pays de l'Union européenne. Angleterre, Italie, France, Allemagne. Dans le G20, je crois qu'il n'y a que l'Espagne en plus. Donc sur 20 pays, il n'y a que 5 pays européens qui y figurent. Pourtant, M. Van Rompuy, qui à l'époque était président de l'Union européenne, a eu l'air de s'en réjouir. Il a fait un discours et il a dit, vous pouvez le retrouver, aujourd'hui, c'est le premier jour de l'installation du gouvernement mondial à travers le G20. Donc, vous voyez qu'en fait, on essaye d'évoluer, mais par petites touches. C'est-à-dire, on va créer à chaque fois une nouvelle institution qui va nous y ramener progressivement et qui va nous conduire à ça. Voilà, tout simplement. D'accord. Et la deuxième partie de la question, donc maintenant on voit bien qui est l'oligarchie et comment il fonctionne. J'aimerais bien voir comment ils passent de leurs idéologies, donc une idéologie mondialiste de flux, puisque tout ça est une façon de gagner plus d'argent, d'avoir une grande place mondiale de marché. Comment on passe donc de l'idéologie à l'application jusqu'à, vous avez une série d'applications dans de nombreux domaines. Je vais en prendre un en particulier. Pour commencer, prenez l'immigration. Bien, en 2016, un an avant l'élection de Macron, Attali avait dit le prochain président, ce sera Macron, alors qu'il n'avait même pas pour son parti, qu'il n'était même pas déclaré comme candidat. Il a dit ça sur LCI à Mme Arlette Chabot. Et il a dit, et il va être nommé président, il va nous permettre de faire entrer 2 millions de migrants en plus en France, parce que c'est une chance pour notre pays. Eh bien, c'est le contrat qui est rempli, voilà une promesse qui a été tenue, puisqu'effectivement, 400 000 entrées par an sur les clandestins, les droits d'asile, l'immigration classique, le renfort familial, tout ce que vous voulez, 400 000 à peu près par an, sur 5 ans, c'était bien 2 millions d'immigrés en plus. Donc, cette oligarchie, donc ça veut dire que cette oligarchie choisit des marionnettes, ou alors elle réussit à faire pression sur des personnes qui pensent à l'origine avoir vraiment un fond politique, une colonne vertébrale, mais qui, par des moyens de pression ou des moyens d'influence, comme les cabinets privés... Elle place ses hommes, très clairement. Pour moi, Macron, c'est un produit d'idéologie. Quand vous prenez, par exemple, Mario Draghi, qui est aujourd'hui président du Conseil italien, qui a été président de la BCE, c'est un ancien de la Goldman Sachs. Il était vice-président Europe de la Goldman Sachs. Macron, je pense que c'est pas la peine de vous rappeler d'où il vient. Vous avez Mario Monti, qui a été également président du Conseil en Italie, qui, lui,
vient également de la Goldman Sachs. Oui, mais Pompidou aussi est issu des d'Europe, qui sont la France et l'Italie, qui sont gouvernés l'un par Mario Draghi, ex-Goldman Sachs, l'autre par Emmanuel Macron, ex-Rothschild. C'est pas la première fois qu'on a un ex-Rothschild, Olivier Piacentini. Garantir le paiement de ses créances. Alors, cher Olivier, moi j'ai une question que j'ai à vous poser, parce que je me suis toujours demandé comment se fait-il que ces mondialistes progressistes aiment tellement ces migrants conservateurs? Ils aiment les migrants conservateurs pour la bonne raison qu'il y a un élément de fracturation de la cohésion des nations qui permet derrière tout cela, si vous voulez, de diluer les nations, de les rendre ingouvernables. C'est un peu la gouvernance par chaos. Et d'ailleurs, mon cher Mike, tu vas être bien d'accord avec moi, puisque mercredi, nous avons fait une édition avec notre ami Nicolas Stocker sur cette même antenne, et que nous avons souligné tous les deux les particularités de certaines communautés, comme par exemple la communauté musulmane, qui votent massivement pour des candidats qui répondent à ses intérêts particuliers, comme par exemple Mélenchon au premier tour, 70% des musulmans ont voté pour lui, et au deuxième tour, 90% pour Macron. Donc, véritablement un phénomène de masse massif qui va dans un certain sens. Aucune autre communauté ne présente de tels taux, je dirais, uniformes en faveur d'un candidat. Et donc, on voit bien que l'élection ne se joue plus sur le bien commun et l'intérêt général, mais sur des intérêts particuliers de communauté. Et donc, l'immigration crée véritablement une fracturation dans l'état d'esprit général des populations, est un élément qui enlève effectivement du pouvoir aux États et qui enlève du crédit à la démocratie. Allez, merci beaucoup Olivier Piacentini. Je rappelle votre dernier livre, Comment l'oligarchie manipule l'opinion, aux éditions Paris Max Chalel, et puis bientôt un troisième livre à ce sujet. Merci Olivier Piacentini, merci Mike Borowski, merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.